Nous avons tous entendu parler des Vikings et des barbares, ces guerriers légendaires qui placent leur fierté de combattant au-dessus de tout, prêts à tout pour rester fidèles à leurs croyances. C'est exactement ce qui se passe ici. La brute aux yeux injectés de sang est un barbare fier et déterminé qui se bat à mort contre les membres de son propre clan après avoir été trahi. Acculé au bord d'une falaise, son seul objectif est de protéger sa famille, et il est prêt à sacrifier sa vie pour eux. Il hurle à sa femme Evelyn de préparer le sort pendant qu'il retient leurs ennemis, luttant comme un véritable héros. À ses côtés, leur fils unique, Eden, regarde son père avec admiration, témoin de ce combat désespéré mené pour l'honneur et la famille. Soudain, une pluie de lances transperce le guerrier, le faisant cracher du sang. Eden s'écrie, horrifié, mais son père ne faiblit pas. Il brandit son arme avec une force surhumaine, taillant ses adversaires comme s'ils n'étaient que des légumes, tandis que sa femme commence à incanter son sort. Une lumière bleue éclate depuis le ciel, entourant Eden et le soulevant lentement. Evelyn, la voix tremblante mais pleine d'amour, prie pour que cette étoile l'emmène dans un endroit meilleur. Elle le supplie de survivre, de vivre. Eden, terrifié par l'inconnu, refuse, mais la voix tonitruante de son père l'interpelle, déclenchant quelque chose en lui. Il lui ordonne de devenir assez fort pour ne jamais rien perdre, assez puissant pour que personne ne puisse le toucher. Les larmes coulent sur le visage d'Eden alors qu'il comprend enfin. La bravoure de son père face à la mort l'inspire, et il décide qu'un jour, il deviendra un barbare aussi honorable que lui. La scène suivante nous projette dans une ruelle sombre en pleine ville moderne. Une bande de voyous, avec des sourires mauvais, s'apprête à s'amuser en s'attaquant à leur première cible depuis l'examen d'entrée. Leur victime, un gamin riche au look de nerfs, parfait pour eux. Ce gosse, c'est Kim Jin, élève de 3e année au lycée GNL. Il incarne parfaitement le stéréotype du fils à papa. Jin refuse de céder et tient tête aux voyous en les mettant en garde. Il risque de s'attirer de gros ennuis, mais ses avertissements ne font que les amuser davantage. Il lui rappelle qu'il est déjà en plein dedans, ricanant tandis qu'il se comporte comme les rois du quartier. Jin essaie de rester calme et leur explique que ses amis arriveront bientôt et que ça pourrait très mal finir pour eux. Mais ces gars-là n'écoutent rien. L'un des voyous attrape Jin par la tête pour lui coller une gifle monumentale. C'est alors qu'un bruit sourd résonne. Le voyou est violemment envoyé au tapis par un coup si puissant qu'il reste KO sur place. Les autres paniquent, complètement sidérés, lorsqu'un énorme coup vient exploser le mur à côté d'eux. Le responsable, un type gigantesque aux épaules larges, avec ses mêmes yeux injectés de sang que nous avons vu plus tôt. Ce colosse, c'est Kang Choldu, un camarade de 3e année au lycée GNL. Les voyous tremblent comme des feuilles en le voyant s'avancer, se demandant comment un être humain peut briser un mur à main nue. Kang attrape l'un d'eux par le col, et avec une force herculéenne, lui inflige une correction mémorable, montrant cette puissance brute digne des barbares d'autrefois. Les voyous terrassés, Kang et Jin reprennent leur chemin, marchant côte à côte comme si rien ne s'était passé. Jin, toujours impressionné, félicite Kang pour sa performance incroyable, ajoutant avec humour qu'il a peut-être un peu exagéré cette fois-ci en frappant carrément à travers un mur. En le regardant, Jin ne peut s'empêcher de se demander si son ami est vraiment humain, tant sa démonstration de force dépasse l'entendement. Kang est un peu gêné par le compliment et répond nerveusement qu'il est juste un humain ordinaire. Enfin, techniquement, il est plus proche d'un extraterrestre, puisqu'il a voyagé d'un autre monde pour atterrir ici, sur cette planète qu'on appelle la Terre, il y a maintenant 10 ans. Jinta, quant à lui, ne peut s'empêcher de faire remarquer que Kang dégage parfois une énergie étrange, presque comme s'il ne venait pas de ce monde. Ce n'est pas la première fois qu'il entend ça, d'ailleurs, et il commence à se demander si des signes de son côté barbare ne transparaissent pas un peu trop. Un peu plus tard, on découvre une montagne de bols de riz vides empilés devant Kang. Le 6e est actuellement en train d'être englouti par notre colosse. Manger 6 bols à la chaîne, ce n'est clairement pas commun, mais malgré ça, son grand-père s'inquiète encore de le voir manger si peu. Kang se contente de hausser les épaules, expliquant qu'il n'a pas eu un grand appétit ces derniers temps. En réponse, son grand-père lui avoue que lui aussi mange moins, la faute à la vieillesse qui rend la digestion plus compliquée. Il plaisante en disant que regarder Kang engloutir des montagnes de nourriture suffit à le rassasier. Ce vieil homme, tout maigre avec son sourire chaleureux et bienveillant, est la personne la plus précieuse aux yeux de Kang. C'est lui qui l'a recueilli, ce gamin barbare sans attache, et qui l'a élevé sans jamais rien demander en retour. Puis, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose, le vieil homme mentionne un appel du manager Park. Il demande à Kang s'il a décidé de devenir boxeur, mais Kang refuse catégoriquement l'idée. Son grand-père insiste un peu, lui rappelant qu'il a gagné tous les tournois auxquels il a participé, et que ce serait un énorme gâchis de laisser un tel potentiel athlétique tomber dans l'oubli. Kang ne peut qu'esquisser un sourire nerveux. Après tout, pour lui, les barbares et les humains appartiennent à deux espèces totalement différentes. Même s'il a déjà essayé des sports, il avait toujours l'impression de tricher. Il était tellement en avance sur les autres que cela ruinait complètement le sens du fair-play. Il ne veut pas décevoir son grand-père, mais dans son cœur, il sait que pour un barbare comme lui, il n'existe qu'un seul chemin, celui d'un guerrier. C'est bien différent des sports humains. Pour lui, seul un vrai combat, sanglant et féroce, face à des adversaires dignes, peut avoir un sens. Mais bon, il garde toutes ses pensées pour lui.
Impossible de révéler à son grand-père ses origines. Même s'il voulait vraiment devenir un guerrier, cette foutue terre est beaucoup trop paisible pour offrir le genre de bataille dont il rêve. Tout à coup, le regard inquiet de son grand-père attire son attention. À la télévision, des nouvelles alarmantes défilent. Un désastre non identifié a frappé Changju, et les autorités peinent à comprendre ce qui s'est passé. Kang fronce les sourcils et demande des explications. Le vieil homme lui raconte que l'incident a fait plus de 120 victimes et qu'un monstre aurait été aperçu sur les lieux. Il montre même des images d'une forme de vie inconnue, et le gouvernement conseille à la population de rester prudente. Les poils de Kang se dressent instantanément. Cette nouvelle le trouble au plus haut point. Il se lève brusquement, prêt à partir, ce qui inquiète immédiatement son grand-père. Mais Kang, le regard déterminé, lui dit qu'il a besoin de prendre l'air et qu'il reviendra bientôt. Il quitte la maison et se dirige vers l'épicentre de l'incident. C'est son ami Jinta qui joue les chauffeurs, même s'il n'a pas l'air très rassuré. Avec son permis tout neuf, Jinta serre le volant comme si sa vie en dépendait. Kang, lui, le remercie pour le trajet. Pendant le trajet, Kang ne peut s'empêcher de ressasser ce qu'il a vu à la télévision. Ce monstre, il l'a déjà vu. Les souvenirs de son enfance refont surface, et un frisson le parcourt. Il est convaincu que cette créature est liée, d'une façon ou d'une autre, au monde dont il est originaire. Soudain, il freine brusquement à l'entrée d'un tunnel où le trafic est complètement bloqué. Jinta savait qu'il y avait un problème, mais ressentir cette tension presque palpable rend l'atmosphère encore plus pesante. Des soldats sont postés un peu partout, et deux officiers impertinents s'approchent pour lancer une discussion. Kang, bien que toujours calme, ricane intérieurement alors qu'il lui demande à quel groupe il appartient. Les représentants de la New Song Development Corporation Limited lui proposent même de rejoindre leur entreprise s'il n'est rattaché à aucun groupe. Ils lui tendent une carte de visite, expliquant avec enthousiasme que s'il est intéressé, il pourrait faire partie de leur équipe. Kang prend la carte et demande s'il s'agit d'une sorte de guilde où des guerriers se rassemblent. L'officier éclate de rire, visiblement amusé par l'étrange question de Kang. Il lui explique que leur mission est de coloniser des planètes et qu'ils ressemblent plus à des travailleurs qu'à des guerriers. Il insiste sur le fait que rejoindre leur groupe serait la meilleure décision qu'il pourrait prendre. Kang reste poli mais refuse, affirmant avec assurance qu'il est un guerrier et non un travailleur, car devenir un simple ouvrier serait une honte pour lui. Cette remarque énerve l'officier, qui a l'impression que Kang le méprise, tandis que Kang lui reproche à son tour d'oser dénigrer un guerrier. La tension monte, mais avant que la situation n'explose, une étrange matière violette commence soudainement à apparaître. Un des soldats annonce avec gravité que ça commence et ordonne aux autres de se préparer. Une immense fenêtre s'illumine alors dans le ciel, annonçant que le procès de l'apocalypse est sur le point de commencer. Kang est complètement perdu. Une autre notification s'affiche, déclarant que la fin du monde approche et que le sanctuaire de planète Nova tend une main secourable aux habitants de la Terre, les encourageant à s'échapper par le portail vers Nova. Avant que Kang ait le temps de comprendre quoi que ce soit, tout s'accélère. Une énergie violette les enveloppe et les téléporte ailleurs en un clin d'œil. Le nouveau paysage semble étrangement calme au premier regard, mais Jinta panique totalement. Il s'en prend immédiatement à Kang, lui criant dessus et l'accusant de l'avoir entraîné dans ce chaos. Il le frappe sans ménagement, tentant de relâcher sa frustration. C'est alors qu'une fenêtre système apparaît devant les yeux de Jinta, indiquant que leur premier objectif est d'obtenir une pièce de gobelin, avec à la clé un avancement de classe pour les novices. Jinta, complètement perdu, ne comprend absolument rien à ce qui se passe. C'est à ce moment-là que Kang remarque des gobelins non loin d'eux. Ces créatures dégoûtantes baveuses semblent avoir réveillé quelque chose en lui. Jinta, horrifié, manque de s'évanouir en voyant ces monstres étranges, surtout en réalisant qu'il est censé les chasser. Mais Kang, lui, sent son instinct de guerrier prendre le dessus. Sans réfléchir, il se lance à pleine vitesse vers les gobelins, ses muscles en action, son sang bouillonnant d'excitation. C'est enfin l'instant qu'il attendait. Kang a cette lueur sauvage dans les yeux, prête à tout pulvériser sur son passage. Pour lui, peu importe cet apocalypse ou ce procès, c'est l'occasion rêvée d'écraser des têtes et de tester sa véritable force. Il fonce avec une telle puissance qu'il détruit tout sur son chemin. Les gobelins n'ont même pas le temps de comprendre ce qui leur arrive que Kang les élimine un par un avec des coups brutaux. Jinta, lui, reste figé, la bouche grande ouverte, incapable de croire ce qu'il vient de voir. Son ami vient littéralement de pulvériser 3 monstres en un clin d'œil. Une fois les gobelins morts, leur corps se pixelise étrangement comme des hologrammes avant de disparaître, laissant derrière eux une petite pièce brillante. Le système s'active alors et annonce que la monnaie de base de Planète Nova est constituée de pièces de gobelins. Il mentionne également que la monnaie exclusive de l'examen de la fin des temps n'est pas transférable. La pièce flotte entre les paumes de Kang et il remarque qu'elle ressemble exactement à la pièce de gobelin dont le système parlait plus tôt. Dès qu'elle tombe dans ses mains, une autre notification apparaît pour lui annoncer qu'il a gagné le droit de devenir citoyen de Nova et peut désormais traverser le portail pour y entrer. Jinta, toujours paumé,
se demande de quoi tout cela parle, mais Kang ne s'en préoccupe pas davantage. Il jette un œil autour de lui, repère le portail qui flotte au loin et comprend que c'est sûrement de ça que le système parlait. Un peu plus tard, Jinta apparaît avec le visage en compote, tenant maladroitement un gourdin en bois dans sa main. Il crie une fois de plus après Kang, furieux de s'être retrouvé dans ce chaos. Apparemment, Jinta doit chasser des gobelins tout seul pour pouvoir rejoindre cet endroit appelé Nova. Kang lui rappelle calmement qu'il ne peut pas transférer les pièces à quelqu'un d'autre, ce qui veut dire qu'il doit les gagner par ses propres moyens. Alors qu'ils en débattent, un gobelin bondit soudain vers Jinta, mais Kang intervient d'un geste désinvolte, écrasant la créature d'un seul coup. Il rappelle à son ami qu'il n'y a pas d'autre moyen de gagner ses pièces que de se battre et lui assure qu'il ne le laissera pas mourir ici, surtout qu'il est dans ce pétrin par sa faute. Après un certain temps, il termine enfin la quête, mais Jinta affiche une mine aussi acide qu'un citron. Au moins, il est soulagé que cette épreuve de souffrance soit enfin terminée. Dans la scène suivante, deux jumelles pointent depuis des buissons en direction d'un sac polochon abandonné. Une voix demande au sergent si ce sac appartient à leur unité, ce qu'il confirme en supposant que ces petits gobelins sournois ont dû le voler. Il décide alors de chasser tous les gobelins pour le récupérer. Pendant ce temps, Kang fouille un sac polochon similaire porté par les gobelins. Il découvre avec surprise qu'il contient beaucoup d'objets utiles, y compris des rations de combat, ce qui signifie qu'ils n'auront pas à s'inquiéter de la faim pendant un moment. C'est à ce moment précis qu'un canon de pistolet est pointé directement sur Kang et que les soldats, en panique, hurlent aux gobelins de mourir. Quand la réalité les rattrape, ils clignent des yeux avec confusion en réalisant qu'il s'agit simplement d'un humain. Jinta, tout tremblant, lève rapidement les mains en l'air, plaidant qu'il est humain et suppliant qu'on lui épargne la vie. Un peu plus tard, tout le monde s'assoit autour d'un repas. Les soldats s'excusent auprès de Kang et Jinta, expliquant qu'ils étaient tellement pris dans l'action qu'ils ont cru voir un gobelin. Ils avouent être soulagés de trouver d'autres survivants et demandent comment ils ont réussi à s'en sortir seuls et désarmés. Jinta explique qu'ils se sont retrouvés ici sans avoir la moindre idée de ce qu'était cet endroit. Il en profite pour demander aux soldats s'ils participent eux aussi à l'examen de la fin des temps et si tout ce qui s'affiche dans la fenêtre d'état est bien réel. Le sergent confirme, expliquant que même le gouvernement se prépare pour la fin des temps. Il révèle que la planète Nova, où les humains sont censés migrer, est encore un stade primitif, presque à l'âge de pierre. Ils doivent s'unir pour construire des villages et des infrastructures. Les grandes entreprises et organisations se sont déjà lancées dans le développement de Nova, ce qui a déclenché une compétition acharnée qui reste encore inconnue du grand public. Kang demande alors si Nova regorge de monstres comme ceux qu'ils ont affrontés. Le soldat hoche la tête, expliquant que cet endroit est comme un terrain d'essai, alors que Nova est la véritable scène principale. L'entraînement ici est essentiel, car Nova sera encore plus difficile à conquérir. En remettant le sac polochon à Kang, le soldat s'excuse de l'avoir pris plus tôt et le rassure. Il dispose de suffisamment de fournitures pour tout le monde. Il y aura assez de nourriture et d'armes pour tenir bon. Pendant ce temps, Kang est de plus en plus intrigué par cet endroit appelé Nova, surtout après avoir appris qu'il est censé être encore plus difficile. Un sourire narquois se dessine sur son visage à l'idée de pouvoir montrer de quoi il est capable. Il décide même de continuer à chasser malgré le fait qu'il ait déjà réussi le test. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils avancent dans une herbe épaisse, Jinta lutte pour suivre tandis que Kang marche tranquillement, comme s'il faisait une simple promenade. Jinta, épuisé, demande pourquoi il continue alors qu'ils ont déjà validé l'épreuve. Kang répond, tout en souriant, qu'après ce que les soldats ont dit, ils ne peuvent pas se permettre de rester sur place. Ils doivent progresser plus vite. C'est alors qu'ils aperçoivent un gobelin de haut niveau perché au sommet d'une tour, une structure qui ressemble au fruit d'une magie étrange. Jinta est complètement perdu face à cette créature qui ne ressemble en rien au gobelin qu'ils ont vu jusqu'ici. Mais Kang, lui, sourit largement. C'est exactement ce qu'il cherchait. Après avoir entendu ces bruits étranges les suivre, il a enfin trouvé sa prochaine cible. D'un bond fulgurant, il s'élance, tandis que Jinta panique et le prévient du danger évident. Mais Kang, avec un sourire presque maniaque, lâche joyeusement que plus c'est dangereux, mieux c'est. Il charge en direction de la tour, une poêle à frire à la main, comme un guerrier prêt à en découdre. Les gobelins qui l'entourent tentent de réagir, mais Kang les écrase d'un seul coup de sa poêle, les envoyant voler comme des mouches. Au sommet, le mage gobelin remarque enfin le chaos en contrebas et voit cet humain fou grimper la tour comme King Kong. Kang avance avec une telle détermination qu'il dégage presque une aura meurtrière. Le vieux gobelin, grognant de frustration, lève ses bras et invoque des éclairs du ciel qui zappent Kang sans ménagement. Jinta hurle de panique en voyant son ami se faire griller comme une tranche de pain, tandis que le gobelin arbore un sourire satisfait, persuadé d'avoir pris l'avantage. Cependant, ce sourire disparaît instantanément lorsqu'il remarque que Kang, malgré l'éclair, sourit toujours, de pur plaisir. En réalité, Kang a l'air encore plus excité qu'auparavant, même s'il est légèrement secoué par l'électricité. Frustré, le mage gobelin envoie un autre éclair, mais rien n'y fait. Kang ressent l'électricité parcourir son dos, mais il encaisse sans broncher. Sa mère, après tout, était une puissante chamane, et il a hérité d'une résistance magique que le gobelin avait clairement sous-estimée. Plantant fermement ses pieds au sol,
Kang bondit dans les airs avec la grâce d'un météore. Il s'abat directement sur le mage gobelin avec une force explosive, détruisant non seulement la créature, mais aussi la tour entière, qui s'effondre dans un fracas monumental. Alors que les débris retombent autour de lui, Kang reste allongé au milieu des ruines, le corps brûlé mais toujours avec ce sourire sauvage collé au visage. Il révèle alors qu'il doit sa force à la résistance magique héritée de sa mère. Alors que la poussière s'installe, les pièces gobelines commencent à apparaître tout autour de lui. Mais cette fois, il n'y a pas que des pièces. Une fenêtre système s'affiche soudainement, révélant qu'il a également obtenu un orbe de mana. Cet orbe, exclusif à l'épreuve de la fin des temps, accorde une petite quantité permanente de mana et peut être activé avec 10 pièces de gobelin. En résumé, Kang vient d'acquérir la capacité de manipuler le mana comme un vrai chaman. L'orbe s'enfonce lentement dans sa poitrine, et une lumière dorée s'enroule autour de lui, guérissant instantanément toutes ses brûlures et éraflures. La puissance qui monte en lui est si écrasante qu'il a l'impression que tous ses efforts précédents étaient insignifiants en comparaison. C'est à ce moment-là que Jinta arrive en courant, complètement paniqué. Mais son inquiétude laisse place à un choc absolu lorsqu'il voit Kang debout, rayonnant d'énergie, comme s'il n'avait jamais été blessé. Même après avoir été frappé par un éclair, Kang reste debout comme si de rien n'était, ce qui pousse Jin à lui demander pour la énième fois s'il est vraiment humain. Kang reste silencieux pendant un moment, ce qui inquiète Jin. Il lui demande s'il est blessé ou si quelque chose ne va pas, mais, à la surprise générale, Kang déclare simplement qu'il veut repartir chasser. Son objectif est clair, traquer encore plus de chamans pour récolter leur fameux orbe. Jin, horrifié, panique en le suppliant d'arrêter ses discours insensés. Plus tard dans la nuit, ils installent enfin leur camp pour se reposer. Le lendemain matin, Jin se réveille avec les traits tirés et la première chose qu'il voit est le sourire éclatant de Kang qui tient fièrement 3 orbes dans ses mains. Apparemment, notre maniaque a passé toute la nuit à chasser sans relâche pour les collecter. Kang, surexcité, explique qu'il a désormais des orbes pour la force et la perception et il meurt d'envie de tester leur puissance. On dirait que tout cela le rend encore plus insatiable, déterminé à devenir toujours plus fort. Une nouvelle fenêtre système apparaît alors, révélant que 12 heures se sont écoulées depuis le début du procès de l'Apocalypse et que des boss de terrain commencent à apparaître dans la zone d'essai. Jin, les yeux écarquillés, demande de quel genre de boss le système parle. Le système répond en précisant que ces créatures sont des ennemis redoutables que les novices devraient éviter à tout prix. Il recommande même de s'échapper immédiatement par le portail. Mais bien sûr, Kang est déjà en train de bouillir d'excitation, prêt à en découdre. Jin, quant à lui, a l'impression de vivre un véritable cauchemar et souhaite juste s'enfuir le plus vite possible. La scène suivante nous emmène directement face au boss du terrain d'essai pour débutants, un ogre junior colossal. 2 soldats que l'on avait déjà vus auparavant tentent désespérément de tirer sur la bête, mais leur puissance de feu ne semble avoir aucun effet. Ils concentrent leur tir sur la main qui tient un énorme club, mais malgré le barrage de balles, le monstre reste imperturbable. Finalement, le club s'effondre. Mais avant que l'un des soldats ne se fasse écraser, Kang intervient comme un éclair. Il frappe le club avec une telle force qu'il explose littéralement en morceaux. Les soldats restent bouche bée face à cette démonstration de puissance. Kang se tient alors face au monstre, les yeux pleins de défis, et leur dit de reculer pour ne pas se blesser. Il veut régler ça tout seul. Avec une détermination folle, il charge comme un taureau enragé et frappe le monstre de plein fouet. Mais, contre toute attente, la créature bloque l'attaque et absorbe l'impact. Kang est stupéfait. Il a l'impression d'avoir frappé de l'acier pur plutôt que de la chair. L'ogre riposte alors d'un violent coup de poing qui envoie Kang voler comme un vulgaire fétu de paille. Il s'écrase au sol avec une telle force qu'il en crée un cratère. Jin reste figé, la mâchoire pendante. Voir Kang, le gars au crâne d'acier, être maîtrisé pour la première fois est aussi impressionnant qu'inquiétant. Les soldats, eux aussi, sont sous le choc. Survivre à un coup pareil relève du miracle. Après tout, les boss de terrain ne sont pas censés être de simples monstres. Il faudrait au moins avoir la puissance d'un char d'assaut pour espérer leur tenir tête. Kang commence enfin à ressentir la pression. Ce combat va être tout autre chose que les gobelins chamans qu'il a facilement écrasés plus tôt. L'ogre lance une nouvelle frappe, mais cette fois, Kang parvient à l'éviter de justesse en se décalant sur le côté. La créature enchaîne alors une série de coups de poing avec une vitesse hallucinante. Mais Kang continue de les esquiver, son instinct de guerrier en alerte maximale. Il sait que ce combat va exiger tout ce qu'il a dans le ventre. Ce monstre, bien que gigantesque, est aussi stupide qu'une pierre et ses attaques sont tellement prévisibles que Kang décide d'en tirer avantage. Dès que l'ogre balance un énorme coup de poing, Kang esquive avec agilité, attrape la main du monstre et utilise son propre élan pour le projeter au sol dans un impressionnant slam dunk. Sans perdre une seconde, il saute dans les airs, le poing levé, et assène un coup dévastateur directement dans la bouche de la créature, explosant toutes ses dents d'un seul coup. Le visage du monstre n'est plus qu'un désordre sanglant, mais Kang ne s'arrête pas là. Il continue d'enchaîner les coups avec une intensité presque jubilatoire, transformant la tête de l'ogre en punching ball personnel, chaque frappe résonnant comme un feu d'artifice. Les soldats, complètement abasourdis par la scène, tremblent de stupeur en regardant ce fou furieux défoncer à main nue un monstre qu'ils pensaient invincible. Une fois le pauvre ogre complètement réduit en bouillie, Kang se relève triomphalement et exécute une petite danse de la victoire,
comme s'il venait de gagner le championnat du monde. Le monstre, gémissant une dernière fois, commence alors à se pixeliser pour finalement disparaître, laissant derrière lui un mystérieux orbe noir. Kang le ramasse avec curiosité, se demandant quelle capacité cette chose pourrait bien lui offrir. Lorsqu'il ouvre le système pour consulter les statistiques de l'orbe, il reste sans voix. Son expression laisse clairement entendre que cet objet est une vraie pépite, et nous, spectateurs, sommes encore plus impatients de savoir ce qu'il cache. Plus tard, tout le groupe se retrouve devant le portail. Kang, Jin et les deux soldats. Les soldats remercient chaleureusement Kang de leur avoir sauvé la vie, mais notre héros fait le modeste, jouant les types calls en disant qu'il s'est battu uniquement parce qu'il en avait envie. Avant de partir, les soldats lui conseillent d'acheter tout ce qu'il peut au magasin avant de passer le portail, car seuls les objets provenant de ce magasin pourront être emportés sur Nova. Il pointe du doigt une petite cabane où un colporteur gobelin les observe avec un sourire, confiant tout en tirant nonchalamment sur sa pipe. Le gobelin les accueille d'un ton détendu, les invitant à jeter un œil à ses marchandises. Kang et Jin sont bouche bée de voir un gobelin qui parle aussi naturellement, mais ils n'ont pas le temps de s'attarder là-dessus. Les soldats s'éloignent pour aller faire leur rapport tandis que Jin, les yeux brillants, rappelle à Kang qu'ils ont une montagne de pièces à dépenser. Kang devient soudain sérieux, ce qui surprend son ami, mais Jin comprend immédiatement. Ils vont tout acheter, absolument tout. Les deux maniaques s'empressent alors de dévaliser le magasin, empilant une montagne d'armes et d'équipements comme s'ils étaient dans un supermarché le jour des soldes. Une fois leur razzia terminée, ils se dirigent vers le portail, les bras chargés et des sourires jusqu'aux oreilles. Le système s'active alors pour annoncer que toutes les conditions ont été remplies et que le portail vers Nova est désormais ouvert. Un rayon violet les enveloppe, prêt à les téléporter. Jin, visiblement nerveux, se tourne vers Kang et lui demande s'il ne ressent pas un peu de stress à l'idée d'atterrir sur une autre planète. Mais Kang, fidèle à lui-même, lui adresse un immense sourire et déclare qu'il est tellement excité qu'il pourrait littéralement exploser. L'arcane lumière violette engloutit le duo et, quelques instants plus tard, ils atterrissent enfin sur Nova. La première chose qu'ils remarquent, ce sont les deux lunes illuminant le ciel sombre. Sur une falaise au loin, des lumières scintillantes brillent, ce qui pousse Jin à supposer que c'est là que les gens se rassemblent. Il insiste pour qu'ils s'y rendent aussi rapidement que possible. Mais c'est à ce moment-là que Kang se fige, son visage redevenant sérieux, ce qui est généralement le signe qu'il va sortir quelque chose de complètement absurde. Et comme prévu, il annonce qu'il meurt de faim. Jin, horrifié, commence à paniquer, transpirant à grosses gouttes. Pour lui, cette situation est désormais encore plus sérieuse qu'avant. Chaque fois que Kang a faim, il se transforme en une vraie bête sauvage. Et honnêtement, ça rend la situation encore pire. Leur marche jusqu'au village de Tente va déjà prendre une bonne demi-journée. C'est à ce moment-là qu'une voix douce et mélodieuse attire leur attention. Une dame élégante se tient là, souriante, et leur demande s'ils viennent juste d'arriver sur Nova. Elle propose de les aider de toutes les manières possibles. Jinté, complètement charmé, reste bouche bée en admirant sa silhouette parfaite, tandis que Kang reste stoïque, droit comme un piquet, sans expression, fidèle à son rôle de Sigma. Jin demande rapidement s'il y a un endroit où trouver de la nourriture, expliquant qu'ils viennent d'arriver et non absolument rien. Bien que cette femme paraisse suspecte, elle semble amusée et leur fait remarquer que, malgré leur dire, ils n'ont pas vraiment l'air démunis. Néanmoins, elle leur propose de la suivre, en précisant qu'en ces temps difficiles, il faut s'entraider et qu'elle connaît un bon endroit pour trouver des ingrédients. Jinté est surexcité à l'idée de suivre une fille aussi séduisante, tandis que Kang salive déjà à l'idée de manger. Ils la suivent, et elle finit par pointer du doigt une petite direction en annonçant qu'ils sont arrivés. Il s'agit en fait d'un étang à poissons. Jinté s'accroupit aussitôt, sortant tout le nécessaire pour fabriquer des cannes à pêche avec ce qu'ils ont acheté au magasin. La femme, quant à elle, annonce qu'elle va chercher l'appât qu'elle a laissé plus loin. Sans la moindre méfiance, les deux garçons se mettent à préparer leurs cannes, remerciant presque le ciel d'avoir rencontré une personne aussi généreuse. Le temps passe et Kang, fidèle à lui-même, devient de plus en plus impatient. Ses yeux pétillent d'une faim insatiable, et il trépigne sur place. Jin, concentré, essaie de le calmer en lui assurant que c'est presque prêt et qu'ils auront bientôt un délicieux festin. Une notification du système apparaît alors pour informer Jin qu'il a fabriqué une canne à pêche rudimentaire et débloqué une compétence d'artisanat. Mais c'est déjà trop tard. Kang, complètement hors de lui, explose et saute directement dans l'étang comme un fou furieux. Jin est en état de panique totale. Il hurle après Kang, le traitant d'idiot pour s'être jeté dans l'eau sans réfléchir. Alors qu'il se plaint des actions absurdes de son ami, une voix familière retentit derrière lui. Il se retourne brusquement et se retrouve face à la même femme accompagnée d'une bande de types louches. Les golems massifs le fixent d'un air menaçant tandis que la fille ricane, visiblement fière d'avoir attiré Jinté dans son piège. Les voyous se moquent de lui et l'un d'eux l'attrape par le col. La femme explique tranquillement que c'est Nova et que, ici, les faibles se font dévorer par les plus forts. Elle se moque de lui, le sommant de donner tout ce qu'il possède sans résister. Jinté,
la voix tremblante, tente de la prévenir que cela ne finira pas bien pour elle et qu'elle le regrettera. Mais les types ne veulent rien entendre. Un des brutes lui assène une gifle si puissante qu'il envoie des étoiles. Les voyous rient à gorge déployée en le voyant tituber misérablement, tout en demandant à la femme ce qui est arrivé au grand gars dont elle avait parlé plus tôt. Il suggère que Kang a probablement pris la fuite en sentant le danger arriver. Un autre voyou plaisante en disant que le fameux grand gaillard doit se cacher dans l'eau par peur. Ironiquement, il a raison, Kang est bien sous l'eau, mais pas parce qu'il a peur. À ce moment précis, quelque chose de bien plus sauvage et imprévisible est en train de se préparer. Une agitation éclate soudain dans l'eau et, sans surprise, c'est notre Kang qui se bat en tête-à-tête avec des crocodiles géants. La bande de crétins écarquille les yeux, complètement sous le choc en voyant cette scène irréelle. Kang, lui, reste concentré, réfléchissant à l'incroyable capacité qu'il vient de recevoir grâce à cette orbe noire. On revient brièvement au moment où il avait lu la description de ses nouvelles compétences. L'ORB lui confère la peau d'ogre, une capacité qui rend sa peau plus résistante que l'acier. Pas étonnant qu'il n'ait même pas une égratignure après s'être fait mordre par un alligator. Avec un slam dunk digne des plus grands, il assomme les reptiles, les hisse sur son épaule et sort triomphalement de l'étang, son dîner enfin sécurisé. Mais à peine a-t-il posé un pied dehors qu'il tombe nez à nez avec des invités surprises. Kang reste figé un instant, déconcerté, non pas par peur mais parce qu'il n'a préparé de la viande d'alligator que pour deux. Jin, de son côté, hurle à plein poumon, suppliant Kang de le sauver pendant que les voyous tentent de leur voler leurs affaires. Kang est visiblement contrarié, pas par ces idiots, mais parce que tout ce qu'il voulait, c'était savourer son crocodile en paix. Pendant que Jin continue de se plaindre, expliquant en détail comment ils l'ont même giflé, les voyous se montrent de plus en plus arrogants. Ils pensent que même si Kang est fort, ils ont l'avantage du nombre. Mais comme on pouvait s'y attendre, celui qui aboie le plus fort est aussi le premier à voler dans les airs après avoir reçu un coup de poing monstrueux. Ce seul coup suffit à faire pâlir la femme, autrefois si confiante. Kang, toujours aussi stoïque, leur lance un avertissement. Il ferait mieux de se préparer à être balayé parce qu'il ne se contente pas de régler les problèmes. Non, lui, il les élimine. Debout devant le feu crépitant où la viande d'alligator grille lentement, Kang interroge les voyous pour savoir à quelle organisation ils appartiennent. Les types, tremblants, expliquent qu'ils font partie d'une bande peu recommandable, la faction des Tortues Dragons. Même si c'était un 5 contre 1, ces imbéciles n'étaient clairement pas de taille face à un barbare affamé. Quand Kang interroge celui qui semble être le leader, le voyou sourit faiblement et avoue qu'il n'est pas leur chef. Non, le vrai patron, c'est Ji Young-gu, le combattant le plus fort de la région, un homme terrifiant avec un énorme tatouage de démon dans le dos qui glace le sang de ses ennemis. La sorcière à l'origine de cette arnaque jubile, croyant que Kang et Jin sont désormais en danger. Selon elle, Ji Young-gu règne en maître, ayant accumulé des pierres de statistiques extorquées à d'innombrables novices. Kang, lui, écoute à moitié ses divagations tout en dégustant tranquillement un énorme morceau de viande d'alligator parfaitement grillé. Le regard de prédateur qu'il affiche pendant qu'il déchire la chair avec ses dents laisse les voyous au bord de la nausée, à mi-chemin entre l'admiration et le dégoût. Toujours généreux, Kang leur lance même une tête d'alligator pour le dîner, mais vu leur visage horrifié, il est clair qu'ils n'ont pas très faim. Une fois son estomac bien rempli, Kang se redresse, prêt à passer aux choses sérieuses. Avec un sourire carnassier, il ordonne aux 5 types de lui montrer le chemin. Le moment est venu d'aller rencontrer ce fameux Young-gu. Le quartier général de la faction Young est niché dans une clairière au cœur des bois, où plusieurs tentes sont installées pour créer une petite communauté. La paisible nuit est brusquement interrompue par les bruits sourds des combattants de la faction Young-gu qui frappent violemment le sol. Même les sous-chefs de la faction ne faisaient pas long feu face à Kang, qui se contentait de les traiter comme échauffement. Avec la viande d'alligator dans son ventre encore en pleine digestion, le barbare avait besoin de quelque chose pour s'occuper. Mais tandis que la tension montait, les membres restants de la faction commencèrent à pointer du doigt les jeunes voyous, les accusant d'avoir attiré un tel monstre jusqu'au camp. Zhang Du et sa bande, traités comme des traîtres, étaient désormais foutus. Peu importe qui sortirait vainqueur, ils allaient en payer le prix. Kang, lui, fléchit ses muscles et lança un défi tonitruant à Young-gu, exigeant qu'il sorte de sa cachette pour l'affronter comme un vrai homme. Ces provocations finirent par payer, car un rideau s'ouvrit paresseusement, révélant une silhouette massive qui fit pâlir Jin sur le champ. Le boss dont ils avaient tant entendu parler sortit enfin, et il était encore plus énorme que Kang. Le Dragon Turtle, chef de la faction du même nom, Jin Young-gu, faisait maintenant face aux barbares. Son imposante stature, semblable à un lutteur professionnel, fit trembler les voyous autour. Agacé, il demanda qui avait osé jouer avec ces hommes. Kang s'avança avec un sourire carnassier, visiblement ravi de voir enfin le grand patron face à lui. Mais aux yeux de Young-gu, Kang n'était qu'un gamin imprudent qui ne savait même pas insulter correctement. Le barbare, toujours aussi provocateur, applaudit avec ironie en déclarant qu'être vieux n'était pas une fierté, surtout quand on n'était qu'un petit escroc de bas étage. Sans attendre de réponse, Young-gu fonça et tenta un uppercut brutal sur la mâchoire de Kang. Le boss se plaignait déjà de cette génération qui ne comprenait rien à ce nouveau monde où parler négligemment pouvait coûter la vie. Kang, amusé, ne pouvait être plus d'accord. Pour lui, dans ce monde, celui qui frappe le plus fort est le vrai adulte dans la pièce.
Bloquant l'uppercut à main nue, il força Yong-gu à se reculer. Contre toute attente, le boss éclata de rire, impressionné. C'était la première fois que quelqu'un réussissait à stopper l'un de ses coups. Amusé, Yong-gu proposa alors un pari. Si Kang perdait, il devrait devenir son subordonné. En prime, il lui promettait une place de commandant en second. Kang accepta sans hésitation, mais ajouta sa propre condition. S'il gagnait, il voulait que les 5 voyous qui les avaient volés plus tôt soient laissés entre ses mains. Yong-gu ne comprenait pas cette demande étrange, mais accepta, pensant que Kang était simplement un jeune homme excentrique. Le pari scellé, il était temps de passer à l'action. Kang chargea avec une puissance terrifiante, son poing s'enfonçant directement dans le ventre du boss dans un impact retentissant. Le son seul résonna dans tout le camp, et les spectateurs en frissonnèrent. Pourtant, à la surprise générale, Yong-gu ne broncha même pas. Pire encore, il se moqua de Kang pour être entré directement dans le combat sans préambule. Pour lui, les jeunes d'aujourd'hui n'avaient plus aucune notion de la romance du combat, ils fonçaient sans réfléchir. Jin, caché dans les coulisses avec les autres spectateurs, resta bouche bée. Il n'avait jamais vu un coup de Kang être ainsi bloqué. Yong-gu finit par révéler la raison de sa résistance inhumaine. Il avait consommé un total de 12 pierres de statistiques. Pire encore, plus de la moitié étaient des pierres de force, ce qui le rendait presque immortel à ce niveau. Le sourire de Kang s'élargit à cette révélation, ses yeux s'illuminant comme un prédateur ayant enfin trouvé une proie à sa hauteur. Le vrai combat venait de commencer. Il est aussi résistant que la peau d'un ogre, un exploit dont le boss était particulièrement fier. Sa peau atteignait presque le niveau légendaire d'un ogre. Mais alors pourquoi diable les poings de ce barbare parvenaient-ils toujours à percer ses défenses et à lui infliger autant de dégâts? Kang, de son côté, n'avait pas rencontré un adversaire aussi coriace et stimulant depuis son combat avec l'ogre. Peu à peu, les deux combattants commencèrent à reconnaître la force de l'autre. Yong-gu, sentant la pression, choisit de se désengager pour reprendre son souffle en utilisant l'espace créé. Il tentait de jouer la comédie en disant que les coups de Kang étaient aussi doux que ceux d'un enfant. Mais à l'intérieur, il fulminait d'humiliation, accusant ce gamin arrogant d'avoir provoqué tout ce chaos. Poussé par la rage, Yong-gu chargea en hurlant qu'il allait réduire Kang en miettes. Finalement, le choc ultime arriva, une collision frontale entre leurs poings endurcis. Le soi-disant Dragon Turtle commença à grimacer de douleur avant même que les vraies hostilités ne commencent. Ses ongles s'arrachaient et ses poings, qui frappaient ceux de Kang, étaient écrasés jusqu'à ce que ses os se plient dans des angles douloureux. La différence était claire. Alors que Yong-gu s'était dopé avec des orbes frauduleux pour augmenter artificiellement sa force et sa durabilité, Kang possédait la vraie affaire, la compétence peau d'ogre. Une capacité qui se déclenche uniquement lorsque l'utilisateur est frappé, ce qui rendait le combat au corps à corps totalement suicidaire pour Yong-gu. Kang, tel un titan furieux, attrapa le prétendu boss par la gorge et le souleva dans les airs alors que ce dernier se débattait vainement pour se libérer. Kang, avec un air narquois, lui conseilla de bien serrer les dents pour l'attaque suivante. S'il ne le faisait pas, il risquait de s'en mordre la langue. De l'autre côté, les membres de la faction Dragon Turtle, voyant leur chef en détresse, tentèrent d'intervenir. Mais Zhang-Du et sa bande s'interposèrent, proclamant haut et fort qu'un combat équitable devait être respecté. Si quelqu'un osait encore interférer, ils étaient prêts à se salir les mains. Les anciens camarades de Zhang-Du l'accusèrent de traîtrise, mais il les corrigea aussitôt avec un sourire narquois. Il n'avait jamais été loyal envers qui que ce soit. Zhang-Du ne jurait que par la loi du plus fort, et à cet instant, le plus fort, c'était clairement Kang. L'agitation fut interrompue par un énorme projectile. Le patron Yong-gu lui-même, envoyé voler comme un sac de viande sanguinolente. Le météore vivant s'écrasa presque sur la position de Zhang-Du et sa bande, qui réussirent de justesse à esquiver. Au sol, Yong-gu, tremblant et trébuchant sur ses mots, implorait de l'aide à qui voulait bien l'entendre. Mais avant que qui que ce soit ne bouge, Kang bondit une dernière fois, son poing fermé prêt à délivrer le coup final. Son poing chargé de la force brute du monde s'arrêta à quelques centimètres du visage de Yong-gu. Kang soupira de déception, réalisant qu'il venait encore de gaspiller son temps sur un soi-disant boss qui, au final, n'était qu'un petit escroc pleurnichant pour sa vie. Quelques minutes plus tard, Kang et ses amis avaient pillé tous les ravitaillements et objets de valeur des coffres de la faction Dragon Turtle. Ils avaient pratiquement vidé le camp, emportant tout ce qui pouvait être utile. Alors qu'ils se préparaient à partir, Yong-gu, à genoux et humilié, posa une question avec un mince filet d'espoir dans la voix. Curieux de savoir à quelle organisation appartenait ce monstre de barbare, il demanda humblement à Kang d'où il venait. La question sembla complètement décontenancer Kang, qui répondit avec la plus grande sincérité, il n'appartenait à aucune organisation. Il était juste un simple lycéen en 2e année. Zhang-Du, voyant là une opportunité en or, profita de la situation pour tenter de se racheter auprès de Kang. Car après tout, dans un monde où la force décide de tout, mieux valait être dans les bonnes grâces du monstre qui venait d'humilier le chef de la faction. Le lendemain matin, Kang félicita son équipe pour avoir installé les tentes. Il annonça ensuite qu'ils allaient traverser la rivière pour atteindre leur prochaine destination, le mystérieux sanctuaire pyramidal.
Jin, fatigué et peu enthousiaste, paniqua en voyant que leur objectif était encore plus dangereux qu'auparavant. Alors que Kang avançait d'un pas assuré, Jin ne put s'empêcher de soupirer, se demandant ce qu'il avait fait pour mériter un tel ami. À la vue de l'immense rivière, Kang prit les choses en main et fabriqua un bateau rudimentaire, ce qui lui valut de l'expérience en artisanat. Pourtant, frustré par la lenteur de l'embarcation, il s'attacha à une corde et plongea directement dans l'eau infestée de crocodiles pour tirer le bateau lui-même. Jin hurla d'agacement, suppliant Kang de se calmer, mais son ami l'ignora, propulsant le bateau à une vitesse folle. Finalement, ils atteignirent l'imposant mur du sanctuaire pyramidal, prêts à relever leur prochain défi. Le système indique qu'ils ont besoin de 2000 pièces pour activer quelque chose d'important. Jin lit attentivement les instructions et s'étonne de voir une telle chose pour la première fois. Kang, de son côté, s'illumine d'excitation à l'idée de collecter toutes ces pièces et propose de commencer immédiatement. Mais son ami l'arrête, expliquant qu'il veut explorer seul cette fois. Jin confie qu'il n'a encore rien apporté à l'équipe depuis le début de l'apocalypse et qu'il s'est toujours accroché à Kang pour survivre. Pour une fois, il veut prouver qu'il peut se débrouiller seul. Kang est surpris mais accepte, et ils partent chacun de leur côté. Une fois la nuit tombée, Kang continue de se battre contre des dinosaures autruches, collectionnant les pièces comme s'il jouait à un jeu. Il commence même à y prendre plaisir, jusqu'à ce qu'un dinosaure tente de l'attaquer par derrière. Pris de colère, Kang élimine instantanément le monstre avec sa force brute. Après avoir nettoyé la zone, il décide de faire une pause, convaincu d'avoir assez de pièces. Mais soudain, l'un des corps de dinosaure se met à briller et une énorme sphère violette en sort. Intrigué, Kang s'approche et attrape la perle, découvrant qu'il s'agit d'une pierre de compétence appelée lancer. La description indique qu'elle lui permet de lancer des objets avec une vitesse et une force incroyables. Ravi d'obtenir une nouvelle capacité, Kang pense immédiatement à son ami Jin et se demande comment il s'en sort. Ailleurs, dans la jungle, Jin repère un dinosaure autruche. Il crie pour attirer son attention, puis s'élance à toute vitesse pour se cacher derrière un arbre. Espérant que son piège fonctionne, il tire rapidement sur des cordes tendues lorsque le dinosaure s'approche. Le monstre est pris au piège et hurle de rage, mais Jin ne lui laisse aucune chance et le poignarde sans relâche avec son couteau. Soulagé, il regarde la créature s'écrouler en réalisant à quel point la chasse au monstre est difficile pour lui. Il soupire en pensant que Kang aurait probablement réduit tout un groupe de ces créatures en miettes en quelques instants. Malgré tout, il est fier d'avoir utilisé un poignard taillé dans des os de crocodile pour y parvenir. Sûr de lui, il se relève et se promet de continuer à s'améliorer. Mais avant qu'il n'ait le temps de souffler, un énorme bûcheron ORC surgit de nulle part et attaque avec son gigantesque gourdin. Jin esquive de justesse, paniqué, et traite le monstre de cinglé. Il est persuadé que cet ORC est aussi redoutable que Kang. L'ORC ne lui laisse aucun répit et charge de nouveau. Jin voit sa vie défiler sous ses yeux quand, tout à coup, une pierre fuse à toute vitesse et percute l'ORC en pleine tête. Le monstre s'effondre d'un seul coup. Sous le choc, Jin se demande qui a pu lancer cette pierre, jusqu'à ce qu'il aperçoive Kang arriver fièrement. Kang lui sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, expliquant qu'il a utilisé sa nouvelle compétence lancée pour éliminer l'ORC en un coup. Soulagé de retrouver son ami, Kang lui avoue qu'il était inquiet. Les deux garçons décident alors de camper dans les bois pour la nuit. En faisant cuire la viande des dinosaures autruches, Jin raconte que c'était sa toute première fois face au monstre en solo. Il avoue qu'il ne se sent pas encore capable de se battre comme Kang. Mais ce dernier, toujours optimiste, le rassure et lui assure qu'il deviendra plus fort s'il continue de s'entraîner. Touché par ces mots, Jin demande, un peu surpris, si c'est bien le même Kang qu'il connaît qui vient de lui dire ça. Kang le félicite alors pour ses progrès depuis leur arrivée dans ce monde, tout en ajoutant qu'il est un barbare, ce qui explique ses capacités hors normes. Complètement abasourdi, Jin s'exclame en entendant le mot barbare et demande plus d'explications. Amusé, Kang confirme encore une fois qu'il est bel et bien un barbare, ce qui fait rire Jin, qui réalise que son ami a toujours été différent. Kang conclut en lui disant de ne pas se comparer à lui, car ils sont deux personnes complètement différentes. Le lendemain matin, ils arrivent tous deux au sanctuaire pyramidal, impatients d'utiliser les 2000 pièces qu'ils ont collectées pour l'activer. Différent d'un humain normal, Jinté est complètement ébahi lorsqu'il entend Kang utiliser le mot barbare. Il demande à son ami d'en dire plus, visiblement choqué que cela ne lui ait jamais traversé l'esprit. Kang, amusé, confirme en répétant qu'il est bel et bien un barbare. Les yeux écarquillés, Jin se demande si son ami vient d'une nation sauvage, se rappelant tous les exploits absurdes qu'il a accomplis, impossible pour un humain ordinaire. Kang lui demande alors avec un sourire s'il ne l'avait vraiment pas deviné. Jin, déconcerté, avoue qu'il n'y avait aucun moyen de le savoir si Kang ne l'avait pas dit lui-même. Kang acquiesce, tout en lui assurant qu'il est fier des progrès qu'il a accomplis jusqu'ici, ajoutant qu'il n'a pas à se comparer à un barbare. Il lui rappelle que même s'ils évoluent ensemble, ils restent deux personnes complètement différentes. Mais avant même qu'ils ne puissent savourer cette petite victoire, Kang remarque une armée de monstrosaures qui s'approchent dans leur dos. La panique s'installe chez Jin qui s'agrippe anxieusement à son ami pour se protéger. Kang, avec son air tranquille, le repousse doucement en disant qu'il est temps pour lui de se défendre seul maintenant qu'il a reçu ses nouveaux avantages. Pour le rassurer, Kang sourit et ajoute qu'il n'a pas à s'inquiéter, car après
tout, il a un barbare à ses côtés. Sans attendre une seconde de plus, Kang bondit dans le groupe de monstres comme un fou furieux. Jin tente de l'arrêter, suppliant qu'ils combattent ensemble, mais Kang, déjà dans la mêlée, esquive une attaque d'ORC armée d'une lance. Le barbare grogne que ce n'est pas juste de viser un type désarmé. Il attrape alors l'ORC et le plaque violemment au sol avant de ramasser la lance pour équilibrer le combat. Un autre ORC s'approche en douce avec son énorme club et tente d'attaquer Kang par derrière. Réalisant qu'il ne pourra pas l'esquiver à temps, Kang s'agace, prêt à encaisser. Mais à cet instant, Jin surgit courageusement, déclarant que cet ORC est son adversaire. Le monstre, furieux, balance sa massue droit dans le ventre de Jinté. Bien que le coup soit brutal, Jin essaie de tenir tête, mais l'ORC continue de l'assaillir sans relâche. Chaque partie de son corps commence à hurler de douleur, et Jin se voit déjà au bord de la mort. Mais soudain, son corps se met à briller, et le système annonce que la bénédiction du sanctuaire a doublé son taux de récupération. Soulagé, Jin réalise qu'il peut encore tenir le coup. Avec un sourire déterminé, il esquive cette fois l'attaque de l'ORC et décide de ne pas abandonner, même si les monstres le terrifient. Jin serre les dents et fait face à son adversaire, convaincu qu'il peut se montrer à la hauteur des attentes de son ami barbare. Il tient bon, malgré les assauts incessants du monstre. Mais tout à coup, une nouvelle menace surgit derrière lui. L'ORC frappe Jinté d'un puissant coup de poing au visage, l'envoyant valser jusqu'à un arbre. Tentant de se relever avec difficulté, il réalise qu'il aurait dû être plus prudent au lieu de s'appuyer uniquement sur les bénédictions du sanctuaire. Mais après avoir encaissé plusieurs coups, il commence à prendre confiance. Désormais, il parvient à anticiper les schémas d'attaque du monstre. Jin charge alors courageusement en direction de l'ORC, prévoyant déjà que celui-ci frappera avec une attaque descendante. Comme s'il suivait un script parfait, le monstre frappe exactement comme prévu. Jin esquive d'un bond, se rapproche, et vise la tête de l'ORC avec son poignard en os de crocodile. Le coup est précis, et l'ORC s'écroule enfin au sol, vaincu. Jin explose de joie et célèbre sa victoire comme s'il avait gagné un championnat. Kang, impressionné par la performance, le félicite avec un grand sourire et lui dit qu'il est devenu plus fort. Jinté, encore tout essoufflé, explique qu'il commence doucement à s'habituer au combat contre les monstres. Il ne manque pas de rappeler que les exploits de Kang sont toujours hors du commun, surtout après l'avoir vu écraser toute une bande d'ors armés de lances comme si c'était un simple échauffement. Soudain, une notification du système apparaît. Kang a obtenu une nouvelle compétence appelée Lance Mystère, grâce à sa compréhension approfondie des techniques de lance. Kang éclate de rire en réalisant qu'il a débloqué cette compétence simplement en se battant avec une lance volée. Tout excité, il partage la nouvelle avec Jinté, expliquant que c'est similaire à la façon dont il avait découvert l'artisanat en utilisant de nouveaux outils. Kang, électrisé à l'idée d'apprendre encore plus, demande avec enthousiasme si Jinté a déjà récupéré ses forces. Jin, un peu paniqué, soupire en se demandant si son ami compte vraiment affronter d'autres monstres. Kang pointe soudainement les empreintes laissées par les ors et propose de les suivre pour trouver leur cachette. Son objectif, mettre la main sur encore plus d'armes, surtout des lances. Après un certain temps, ils arrivent finalement devant le village des bûcherons or. Cachés dans les buissons, ils observent les créatures brutales en contrebas. Deux hommes se trouvent non loin d'eux, aussi en train d'observer discrètement. Ils chuchotent que les ors sont la principale raison pour laquelle les humains n'ont pas encore réussi à conquérir ce continent. Persuadés d'être les premiers à découvrir cette base, ils s'imaginent déjà une belle récompense en informant leur patron. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, une main ferme se pose sur leurs épaules, les faisant sursauter violemment. Kang apparaît soudainement et leur ordonne de rester silencieux. Les hommes, surpris et un peu effrayés, reconnaissent leur patron et tentent de se justifier en expliquant qu'ils sont en mission de reconnaissance. Ils ajoutent qu'ils essaient de se fondre dans le décor pour ne pas se faire repérer par les ors. L'un d'eux conseille même à Kang de faire demi-tour, expliquant qu'il serait insensé d'affronter autant de monstres à la fois, surtout le chef ORC. En désignant le chef, ils ajoutent qu'il faudrait une armée entière pour espérer le vaincre. Kang écoute poliment, mais son regard s'illumine lorsqu'il remarque la hache massive que tient le chef ORC. Son excitation est palpable alors qu'il déclare avec un sourire carnassier qu'il compte bien s'emparer de cette arme. Sans attendre, il saute audacieusement dans le camp ennemi, Jin le suivant malgré lui et malgré les cris d'avertissement des serviteurs. En quelques minutes seulement, Kang anéantit tous les ors sur son passage. Face au chef ORC, il enlève sa chemise avec fierté et conseille à Jin de se reposer car il veut affronter le boss seul. Avec un sourire malicieux, il se met à imiter les sons gutturaux des ors. Jin, intrigué, lui demande s'il a appris leur langue en combattant. Kang éclate de rire et avoue qu'il improvise, car les monstres ne cessent de répéter ces mots. Le chef ORC, furieux, charge avec sa hache, mais Kang esquive habilement et riposte avec un coup de pied, qui n'a absolument aucun effet contre l'armure épaisse de l'ORC. Réalisant que sa peau d'ogre ne suffira pas à encaisser une attaque directe de la hache, Kang change de stratégie. D'un mouvement brutal, il attrape le bras de l'ORC et lui arrache l'énorme hache des mains.
L'ORC hurle de panique en voyant son arme disparaître. Kang, ravi, remercie l'ORC pour ce cadeau inattendu avant de lui fracasser la tête avec la hache. Le chef s'effondre et le système annonce que Kang a acquis une nouvelle compétence, maîtrise de la hache. Les serviteurs, encore sous le choc, le regardent avec des yeux écarquillés et le traitent de fou pour avoir osé affronter le chef seul. Jinté, quant à lui, souffle de soulagement et commence à célébrer bruyamment leur victoire. L'un des serviteurs murmure qu'avec une telle puissance, Kang ressemble plus à un monstre qu'à un humain, et qu'il faudrait peut-être s'inquiéter de le laisser libre dans la nature. Pendant ce temps, Kang savoure sa victoire, tout fier d'avoir vaincu le chef ORC. Le système confirme qu'il a obtenu un nouvel objet, la grande hache du chef ORC. Mais ce n'est que le début de son aventure, et on a déjà hâte de voir jusqu'où sa force barbare le mènera dans les prochains chapitres. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à Manoir Résumé. Votre soutien fait toute la différence et me permet de continuer à partager ces récits incroyables.